J'ai perdu mon petit frère sous mes yeux. Parce qu'en plus, c'est moi qui ai eu l'initiative de jouer. J'étais complètement dans le noir. Il n'y a rien de pire, je crois, que de vivre dans la peur. J'ai pas du tout peur de mourir. Ça crée des maladies, en vrai. Et maintenant, à chaque fois que je pleure pour des broutilles ou que je pleure parce que machin, j'entends encore la voix de mon père qui me dit « Allez, va te laver la figure ». Bienvenue à tous sur mon podcast Casse Intime. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler du deuil, même si on parle de deuil à notre propre échelle, puisqu'on vit le deuil de manière différente. Je ne suis pas seule pour parler de cela. Je me retrouve aujourd'hui avec Siane. Bonjour Cassandra, et merci beaucoup vraiment d'être venue là pour partager ton expérience aussi avec moi. Merci de m'inviter. De rien. Et je pense qu'on a plein de choses à partager. On a des histoires similaires mais différentes bien sûr, et j'ai hâte d'en savoir plus. Mais moi aussi. Du coup, voilà, ça va être ton expérience, mon expérience. En vrai, je connais pas ton histoire. Ouais. Et je sais pas si tu connais la mienne, mais au moins comme ça, je vais pouvoir apprendre par rapport à toi et voir un petit peu nos différences, comment on a vécu la chose différemment, est-ce qu'on avait les mêmes âges et tout, je sais même pas. En tout cas, pour vous recontextualiser un petit peu, moi j'ai perdu mon petit frère il y a maintenant 11 ans, lorsque j'avais 14 ans. Lui, il en avait 11. Et donc, cette histoire, elle est un petit peu sortie partout, mais c'est vrai que j'ai jamais parlé vraiment du deuil. C'est plus l'histoire qui est sortie, mais comment je l'ai vécu, tout ce qui s'est passé, j'en ai jamais parlé. Et du coup, je suis contente de pouvoir échanger un petit peu avec toi là-dessus, parce que je sais que du coup, je te laisse dire un petit peu. Oui, écoute, merci de me recevoir, Cassandra, ça me fait vraiment plaisir. J'avais vu même ton témoignage, il me semble, j'avais vu quelques extraits quand tu es passée dans ton émission, que tu parlais à Lucie, que tu parlais de ça. Et franchement, ça m'avait beaucoup touchée parce que on n'est jamais prêt en fait à vivre ce genre de choses. Et ça ouvre des perspectives, ça nous fait comprendre que la vie ne tient qu'à un fil et qu'elle peut être ambivalente et cruelle. Et malheureusement, il n'y a que quand ça nous arrive à nous qu'on peut comprendre, et ça nous donne une empathie, une humanité que la plupart des gens n'ont pas forcément tant qu'ils ne sont pas passés par ce genre d'étape. Moi, j'ai connu ça assez jeune. Déjà, quand j'avais 9 ans, j'ai perdu mon papa, une première perte. Et ensuite, quelques années plus tard, j'avais 22 ans. J'ai perdu ma sœur, ma grande sœur. Et pareil, c'était brutal, on ne s'y attendait pas. Et c'est sûr que ça nous change pour toujours. Et toi, du coup, tu avais 14 ans, Ouais, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans. Nous, on était... parce qu'on est issus d'une famille militaire. Mon papa était militaire. Et du coup, on est parti vivre à l'île de la Réunion pour le travail. Et du coup, moi, j'avais des frères jumeaux. Donc, du coup, j'avais mes 2 petits frères. Et un jour, on a fait une randonnée à l'île de la Réunion et on a vécu du coup cet accident tragique où j'ai perdu mon petit frère sous mes yeux. Je jouais vraiment avec lui seul à seul. Son autre frère n'était pas là parce qu'il était blessé. Il était en béquille, il n'avait pas pu venir. Et en jouant, en fait, tu vois, dans un courant d'eau, il y avait une grande cascade. Et lui, il a glissé d'un rocher et il est tombé. Et du coup, malheureusement, il est décédé de ses blessures. Et il avait quel âge? Il avait 11 ans. Il avait 11 ans, ouais. Toi, tu as vu ça, en fait, en face de toi. Donc, c'est lourd, quoi. C'est pour ça qu'il y a plein de formes de deuil. Et tu vois, moi, il y a eu le deuil, mais il y a surtout la culpabilité du moment. De se dire, est-ce que j'aurais pu lui tendre la main? Est-ce que j'aurais pu changer quelque chose? Ouais, ouais, exactement. Est-ce que si j'avais dit, parce qu'en plus, c'est moi qui ai eu l'initiative de jouer avec lui dans le courant, qui lui ai dit d'aller sur ce rocher où il a glissé. Donc, je me dis, si j'avais pas dit ça, c'est même sûr, si j'avais... il serait là peut-être à l'heure actuelle. Peut-être qu'il y aurait eu autre chose, on ne sait pas. On sait même, parce que j'ai appris que du coup la vie elle est tellement éphémère. Rien n'est préparé en fait. Tout peut changer du jour au lendemain. Et du coup, comment t'as pu gérer ça? Enfin, je veux dire, quand il y a eu ce drame-là, comment ça s'est passé les étapes? Ça a été dur, ça a été très compliqué. Déjà, il y a eu l'instant T parce que du coup il y avait ma famille quand même. Donc voir ma mère hurler à la mort. De perdre son fils. Elle voulait se jeter, elle, pour aller le récupérer, alors que mon père, qui l'a raisonné, disait « Elle fait 50 mètres, la cascade, si tu te jettes, t'as pas de chance. On va perdre 2 personnes aujourd'hui. » Ça a été les images à l'hôpital.
de reconnaître le corps de mon frère qui ressemble plus à rien. Vraiment, honnêtement, il a été complètement défiguré. D'abord, je suis passée par ça, par l'horreur. Parce que avant de te dire, je vais faire mon deuil, je vais l'enterrer, il y a d'abord tout le processus de séjour compliqué, quoi. Parce que du coup, nous, on était à l'île de la Réunion, loin de nos proches, qui étaient en France métropolitaine. On ne comptait pas l'enterrer à la Réunion et ne pas pouvoir aller sur sa tombe régulièrement. Enfin, faire 12 heures de vol pour aller le voir, c'était pas possible. Donc du coup, on a dû prendre l'avion avec le cercueil et rentrer en métropole d'urgence. On a écourté notre séjour. Et ça a été, je pense que ça a été les moments les plus compliqués. Parce que moi, pendant ce qui se passait tout ça, que je voyais mes parents faire face à des choses que des parents ne devraient pas avoir à vivre. Parce qu'il y a nous, mais il y a aussi nos parents. J'étais complètement dans le noir. Je ne sais pas comment t'expliquer, mais j'ai fait un blackout. Je réalisais pas. Des fois, je dormais, je me réveillais le matin et je disais, ah, mais c'est pas un rêve, c'est réel ce qui est en train de se passer. J'ai mis du temps à réaliser. En fait, tu t'es mis en mode survie. Ouais. Ton âme, elle s'est un peu dissociée de ton corps pour pouvoir un petit peu gérer l'impact. Parce qu'en fait, ça nous atteint psychologiquement, mais ça nous atteint aussi physiquement. C'est-à-dire que, genre, on se sent plus, en fait. On se sent plus vivre, en fait. Ouais. Et moi, pareil, je sais pas si toi, tu as eu ce genre d'idées noires. Moi, j'ai eu vraiment des idées noires. À ce moment-là, le seul truc qui me tenait... en vie, c'était ma mère. En fait, je veux pas lui faire revivre ce qu'elle a vécu, quoi. Moi, j'ai carrément été internée. C'est bien, c'est sain. C'était obligé. C'est sain, ouais. C'était obligé. Ce que tu as vécu, c'est trop grave, tu vois. Je veux dire, en plus, le poids de la culpabilité. Il était trop fort. Je pense qu'il n'y a pas que toi qui l'as eu. À mon avis, tes parents, ils ont dû se remettre en question. Ils ont dû se dire... eux, je n'avais pas leur point de vue. Parce que j'en parlais pas avec eux. Mais après, j'ai appris que ma mère, tu vois, elle se disait, mais peut-être que j'aurais dû surveiller mes enfants. Elle prenait une photo plus haut. Tu vois, on a tous une part de culpabilité différente. Mais oui, j'ai eu des idées noires. J'en ai eu tellement qui m'ont dit, tu vas faire un petit séjour. T'es restée combien de temps, du coup ? 8 jours. 8 jours. Et en vrai de vrai, j'en ai voulu à ma famille sur le moment. Mais maintenant, je me dis, ça m'a sauvée peut-être. Ça m'a sauvée, ouais, ça m'a sauvée. Totalement. Ouais. C'est compliqué, hein ? Ouais, c'est compliqué. Ouais. Mais toi, ça a été du coup brutal aussi, puisque du coup, tu n'étais pas préparée à perdre ta sœur. J'étais pas prête. Non, en fait, le truc, c'est que déjà, pour revenir sur mon papa, quand j'ai perdu mon père, en fait, on est rentré de vacances d'Algérie et il sentait qu'il commençait à avoir des ganglions. Ma mère et mon père sont partis voir le docteur et le verdict, il est tombé peut-être un mois plus tard, c'était un cancer. Cancer, phase 4, très compliqué, ils l'ont décelé super tard. Donc du coup, le choc. Ma mère toujours positive, mon père toujours positif. Et le truc, c'est qu'en un an, j'ai vu mon père passer en bonne santé à perdre la moitié de son poids, il arrive à 40 kilos et moi je ne comprenais pas en tant qu'enfant, j'avais 8 ans, j'allais sur mes 9 ans et je ne comprenais pas et mon père c'était mon meilleur ami, j'avais une relation avec mon père, c'était incroyable, c'était c'était tout pour moi, je voulais tout faire pour lui, je voulais travailler à l'école pour lui, je voulais avoir des bonnes notes pour lui, je voulais tout le temps être collée à lui. Et en fait, il y a eu ce détachement, il allait à l'hôpital et moi, je posais énormément de questions, j'étais très éveillée, je me demandais à ma mère, maman, il va guérir, il va guérir, il va guérir. Et tout le monde me disait bien sûr qu'il va guérir. Et en fait, quand il est décédé, ça m'a choquée, ma mère qui tombe dans les pommes, tout le monde qui vient, il nous ramenait des tonnes de sucre parce que dans la tradition... musulmane, quand on perd le père de famille, on ramène du sucre. Et moi, je ne comprenais pas. Tu avais tous ces gens autour de nous. Mon papa, après ma mère, elle est partie l'enterrer en Algérie, elle revient. Et là, j'ai pris 10 ans dans la gueule déjà par rapport à ça, parce que je l'ai vécu comme une trahison. Effectivement, mon père, mon meilleur ami, mon héros, il meurt, c'est pas normal. Et j'avais une obsession en tête, c'était de le rendre fier de moi, de faire des longues études, etc. Et c'est vrai que ma sœur aussi a vécu le décès de mon père. Et c'est à partir de ce moment-là que ma sœur elle a développé le diabète. À 15 ans. Elle avait 15 ans, ma sœur. Et du coup, diabétique. Et ma sœur, elle sentait qu'elle n'allait pas vivre super longtemps au fond d'elle, je pense. Et elle voulait vivre à 100 à l'heure.
Donc des fois, voilà, quand tu as mangé du sucre et que maintenant tu es interdit de sucre, c'est compliqué. Elle voulait vivre, elle voulait sortir avec ses copines, profiter de la vie. Et c'est vrai qu'il y a eu vraiment beaucoup de conflits entre elle et moi, tu vois. Et on ne s'entendait pas, etc. Bon, après, quand j'ai grandi à mes 20 ans, là, on commençait à être en bons termes. C'est vrai que moi, j'étais l'exemple du style, j'avais des super bonnes notes à l'école, je travaillais, j'étais assidue, j'avais des ambitions, j'étais très, très disciplinée. Et elle, à côté, elle faisait sa vie, elle allait à droite, à gauche, des fois, elle faisait le mur, elle faisait... Tu vois, ma mère, elle en pouvait plus, donc j'étais tout le temps en conflit avec ma sœur parce que j'étais la deuxième. C'est moi qui devais kiffer et elle devait montrer l'exemple. Et du coup, on était tout le temps en guerre. Et heureusement, et je remercie le bon Dieu, quand j'avais mes 20 ans, après, quand j'ai passé 20 ans et elle avait peut-être 26 ans, on s'entendait mieux, ça allait mieux. Et puis, il y avait toujours sa maladie à gérer. Et aussi, quand elle a eu sa première opération, elle a eu un triple pontage cardiaque. Elle avait un problème au cœur parce que tu sais, quand tu as le diabète et que ta santé, elle se détériore, en fait, tu as tous tes organes vitaux qui commencent à s'abîmer. Les reins, le foie, bien sûr le pancréas, le cœur. Elle avait des problèmes de cœur. Quand elle a fait cette première opération, là, vraiment, on était vraiment soudés. Ça allait beaucoup mieux, notre relation. Et 3 ans plus tard, là, c'est le foie. Donc, elle a une cirrhose du foie. L'été, elle prend des cachets. Donc, ça, c'était en 2010. 2010, elle prend des cachets pour aller mieux, quoi. Et on lui dit non, on ne va pas l'opérer maintenant pour qu'elle soit en meilleure forme parce que si on l'opère, c'est très risqué. Et là, l'opération, elle était prévue pour le mois de septembre et tout allait bien, hein. Elle m'avait envoyé un grand pavé, je n'avais pas compris, hein, sur Facebook, un grand message où elle me disait plein de choses personnelles, tu vois, mais dans le sens où t'inquiète pas, Dieu veillera sur toi, etc. Mais tu crois qu'elle avait Moi, senti? j'étais là, mais elle le sentait. Mais je dis, mais elle est folle, pourquoi elle m'envoie ce pavé et tout? J'étais mort de rire. Après, je l'ai au téléphone, je dis, c'est quoi ce que tu m'as envoyé et tout sur Facebook? Elle me dit, non, mais on ne sait jamais et tout. Je dis, mais non, ça va bien se passer ton opération, t'inquiète pas et tout. Ok. Ma mère, elle reste avec elle, donc elle se fait opérer. Et là, c'est-à-dire que elle avait, tout s'est bien passé, elle se réveille, tout va bien. Ah, ok. Et là, en fait, 2-3 jours plus tard, ses reins qui ne marchent plus, qui ne fonctionnent plus, donc sous dialyse, etc. Et après, c'est son cœur qui est trop dur pour pomper le sang. Donc, ils l'ont mis en réanimation. Et là, pendant plusieurs jours, elle était en réanimation. Ma mère, elle m'appelle, elle me dit « Ouais, ça va pas du tout ta sœur, il faut que tu descendes. » Moi, j'étais à Paris. J'avais 22 ans. J'allais faire mon master aux États-Unis. Je mettais des sous de côté pendant 6 mois avant de partir aux États-Unis au début d'année 2011. Et donc, elle m'appelle, elle me dit « Il faut que tu viennes tout de suite. » Du coup, moi, je prends mes petits billets, etc. Je viens et là... Moi, je pensais que, voilà, moi, en fait, je partais dans ma tête. Ma mère, elle m'a dit au téléphone, il y a un problème avec ses reins, ses reins, ils ne marchent plus. Je dis, moi, dans ma tête, je pars, je vais donner un rein à ma sœur, en fait. Ouais. C'était ça ma mission. Je pars, je donne un rein à ma sœur et après, elle va aller mieux et tout. Dans ma tête, jamais de la vie. On l'a vu tout le temps aller au-delà de sa maladie. Elle se plaignait jamais, même des fois, quand on marchait longtemps, elle était tout le temps à la traîne. Mais elle se plaignait jamais. Donc, moi, pour moi, dans ma tête, non, c'est bon, je vais lui donner un rein. Ouais. Et c'est plié et après voilà, c'est pas grave, tu vois, elle va aller mieux. Et quand j'arrive, donc j'arrive le dimanche matin, je vois il y a déjà tout le monde à la maison. Déjà ça sent mauvais parce que quand il y a tout le monde à la maison comme ça, c'est un mauvais souvenir que j'ai déjà vécu avec mon père. Et là, on part à l'hôpital et c'est-à-dire que je suis arrivée 5 minutes après qu'elle décède. C'est-à-dire que quand on est rentré dans la pièce, elle était encore toute chaude. Elle venait juste de mourir, tu vois. Et je suis arrivée 5 minutes après qu'elle décède. Du coup, mon monde, il s'est écroulé. C'était injuste. Et je sors dehors, je hurle. Je me suis roulée par terre. Je hurle dans l'hôpital. Ma mère, je la vois. Ma mère, c'était encore... tu vois, voir une mère perdre sa fille comme ça, c'est trop. Puis tout ce qui a suivi derrière. Je suis allée... quand on a préparé son enterrement, etc., voir ma mère dans cet état-là, c'était un mauvais souvenir. Ma petite sœur aussi, qui est toute sensible, toute fragile, tu vois, et que moi, quand mon père il est mort, c'était moi le père de ma petite sœur après, tu vois.
de la voir comme ça, de voir ma mère comme ça, je te jure, c'était tellement difficile. Et, ouais, j'ai eu des idées noires. En fait, c'était pas en mode j'ai envie de mourir. En fait, j'ai compris. Je suis arrivée à un état de détresse et de souffrance tellement extrême que j'ai compris pourquoi il y a des gens qui mettaient fin à leur jour. Tu vois, là, je les ai compris et j'étais là, waouh, ok, je comprends, c'est ça en fait le sentiment. Et en fait, voilà comment aller mieux. Ben, tout simplement, je me suis mis à fond dans le travail. Ouais. Je suis remontée à Paris, il fallait que je finisse mon master. J'étais là, allez, je vais mettre des sous de côté, je vais bosser. Je suis allée aux États-Unis, j'ai bossé. Tu vois, j'ai pas arrêté. Et tu sais, il y avait la partie aussi artistique que ma sœur, elle me disait d'alimenter. Elle me disait, oui, t'es douée, t'as un don, tu vois, que ce soit pour l'acting, pour la musique. Elle me disait, fais de l'artistique, fais dans l'artistique et tout. Et j'avais toujours, voilà, les études plus l'artistique. Il fallait que, tu vois, les études, c'était mon père qui voulait. L'artistique, c'était ma sœur, tu vois. Donc, il fallait que je fasse les deux. Et voilà, après, on avance malgré tout. On essaye d'honorer leur mémoire, de ne jamais les oublier. Tout le temps, tous les jours, on pense à eux de toute façon. Tu vois? Non, c'est une certitude. Ouais. Ça s'arrête pas. C'est pas parce que les années elles passent qu'on ne pense plus à eux et qu'au contraire, il y a des gens comme toi qui se mettent dans le travail et qui oublient tout. Il y a ceux qui sont plus faibles, malheureusement, parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. Il y en a beaucoup qui n'arrivent pas à gérer le deuil, qui n'arrivent pas à remonter la pente. Moi, je reçois énormément de témoignages depuis que du coup cette histoire soit sortie. Et combien de personnes je vois dans la détresse de se dire je vais me raccrocher à quoi, qu'est-ce que je dois faire. Et moi, je l'ai plus vécu aussi comme toi. J'ai eu le moment où j'ai eu les idées noires et où il a fallu qu'on s'occupe de moi. Et après, je me suis ressaisie. Et comme toi, je me suis dit, je ne peux pas faire vivre ça à ma mère alors qu'elle a déjà vécu la perte d'un enfant. C'est pas possible. Et après, j'ai eu la phase du deuil, je pense que c'est plus à ce moment-là. Ça m'a mis 2 ans. Où là, je me suis dit, mais en fait, réalise tes rêves et vis pour deux. Et moi, tu sais, j'étais un peu la fille qui vivait, j'étais pas nonchalante, mais je me laissais vivre. La vie, elle est comme ça, je vais me laisser vivre. Là, je me suis dit, mais lui, il a plus cette chance-là d'être là. Il avait plein de rêves. En plus, c'était un petit garçon hyper joyeux, hyper solaire, qui avait envie, je sais qu'il aurait été une personne très artistique, qui avait envie de faire plein de choses, de faire rire tout le monde. Et je me suis dit, mais en fait, tu dois prendre un peu son âme et tu dois vivre pour lui. À l'heure. Exactement. Ouais. Et des fois, les gens, ils me suivent pas. Je veux faire plein de choses, je veux tout tester. J'ai directement, moi c'est à l'inverse, j'ai abandonné mes études pour du coup foncer dans mes rêves et faire ce que je voulais faire. Et les gens, ils sont choqués un peu. Je dis, bah ouais, mais tu comprends pas. Mais je dois vivre pour lui aussi, je dois honorer sa mémoire et faire tout ce que lui pourra pas faire. Je pense qu'il y a des étapes différentes et il y a des deuils différents, ça c'est sûr et certain. Ouais. On vit tous d'une manière différente le deuil, quoi. Est-ce que toi... il y a une phase, tu vois, moi, pendant... Je sais pas, toi, ça fait combien de temps que tu l'as perdu? Ça fait 10 ans. Ouais. Il est mort quand? En 2013. 2013? Ouais. Moi, je l'ai perdu ma soeur en 2010, tu vois. Et moi, j'ai cette période, au moins d'une dizaine d'années, jusqu'en 2020 environ, je sentais sa présence. Ah, moi, tout le temps. Genre, elle m'a pas quittée. Genre, je sais qu'elle est toujours avec moi, qu'elle veille sur moi. Et je sais pas si ça te le faisait. Ouais, moi, ça me le fait. Mais ça me le fait encore. Et je pense que c'est un moteur aussi. Parce que du coup, tu t'accroches à ça, à ces signes. Enfin, moi, après, je suis très spirituelle. Je suis beaucoup là-dedans, etc. Bon, après, j'ai aussi été voir plein de personnes parce que j'avais besoin de rentrer en contact pour, tu sais, j'avais ce besoin de me déculpabiliser parce que c'est pas les spécialistes qui arrivaient. Enfin, ils étaient pas là, ils peuvent pas comprendre ma douleur, ma souffrance. Et du coup, j'avais ce besoin de rentrer en contact avec lui et de poser la question tout simplement de... Waouh, t'es allée voir une voyante? Ouais, j'ai été voir... Enfin, c'est pas une voyante, c'est une... Je sais pas comment... Une médium, je crois qu'on appelle ça, qui communique avec l'au-delà. Oui. Elle m'a sorti des choses, mais tellement incroyables. Ah, mais je te jure. Elle m'a sorti... la toute première fois que j'ai vu une personne, elle m'a dit des choses. Déjà, elle m'a parlé pour ma mère. C'était important, apparemment, pour mon frère, de parler à ma mère. Parce que je pense que ma mère, c'est là que je me suis rendu compte que la culpabilité était aussi présente chez ma mère, tu vois. Et elle m'a dit, écoute, donc il s'appelle Théo, elle me disait, Théo, il est là, il dit qu'il voit le t-shirt avec lequel dort ta maman, son t-shirt à lui avec lequel elle dort sous l'oreiller. Tu sais, des trucs, tu te dis,
elle peut pas me sortir ça comme ça, quoi. Chaud. Moi, je descendais très souvent, j'en parlais en plus hier, mais je descendais dans la nuit pour aller boire ou quoi, la télé qui s'allumait. Mais non. Mais vraiment pas, elle s'allume, elle grésillait, c'était... Mais tout le temps quand c'est moi qui descendais. Des hélicoptères, parce qu'il a été électroyé, etc. Des hélicoptères qui passaient au-dessus de sa tombe dans une ville où j'habitais, un village même, où il n'y a pas d'hélicoptère qui passe, tu vois. Dans des moments où tu te dis, mais pourquoi il y a un hélicoptère ? Je sais que c'est des petits signes comme ça, même la médium, tout ce qu'elle sortait, le t-shirt, elle sortait des choses qu'on avait vécues dans notre enfance, où on rigolait, lui et moi, des délires qu'on avait, lui et moi, vraiment. Et elle me disait, tu sais, là, il est en train de penser à ça, il y pense tout le temps, il tient comme ça. Et je me suis dit, mais comment elle me sort ça, quoi ? Et ça m'a aidée. Même s'il y en a qui vont me dire, ouais, mais je dis, ouais, ben moi, ça m'a aidée. Waouh. En fait, ça m'a aidée vraiment, tu vois, à me dire, bah, il est là. Il est là et la télé et ma mère, elle avait des choses dans la vie de tous les jours où la petite bougie que tu allumes tu sais, des trucs, tu te dis, bah oui, il y a quelqu'un, il y a une présence, ça t'aide tellement. Ça. Ouais. C'est fou, ouais. Après, je pense qu'il faut être ouvert d'esprit, mais après, je sais pas si toi ça te l'a fait, moi ça m'a ouvert d'esprit sur plein de choses. Je me suis moins renfermée sur des choses, je me suis moins dit la mort c'est la mort. J'ai plus accueilli la chose différemment que quand j'étais plus jeune, quoi. Moi, je partage aussi ton point de vue dans le sens où on sait que la vie, elle est courte et on vit vraiment à 1000 à l'heure. Moi aussi, je me suis dit tout ce dont je rêve et tout ce que je suis supposée réaliser sur cette terre, parce que je considère qu'on a tous une mission de vie, en fait, tu vois, on est tous là pour quelque chose, pour accomplir certaines choses. Tout le monde a un rôle à jouer, en fait. Moi, mon but, c'est de rendre ce monde meilleur que ce que je l'ai trouvé, d'essayer d'éveiller des consciences, de nous rassembler sur des sujets communs d'humanité et voilà, dans la bienveillance, en fait. Et surtout quand on a vécu des choses assez difficiles. Et crois-moi, il y a pire que nous. Ouais. Il y a tellement pire que nous. Et c'est tellement dur en plus de se dire ça, parce que c'est tellement difficile ce qu'on a vécu. Mais quand je vois des... Puis ça nous permet de relativiser aussi. C'est-à-dire que je ne vais pas pleurer pour des broutilles, je ne vais pas me plaindre et faire ma victime sur des beaucoup plus en maturité d'un coup, de toute façon. Ça te le fait toi aussi. C'est-à-dire que il y a des choses tu as tellement vécu des trucs graves que... Les tracas du quotidien, tu continues ton chemin, tu vois. Moi, combien de fois je vais m'embrouiller avec une personne ou alors je vais être face à une situation où je me dis... Oh là... Et en fait, des fois, je me dis, ouais, mais en fait, j'ai vécu pire, quoi. C'est pas possible que là, je sois mal pour ça. Ça m'a aidé à relativiser sur les choses de la vie un peu plus minimes. Ouais. Même si, attention, il y a des choses qui sont graves dans la vie qui nous affectent, effectivement. Mais... Moi, je suis très sensible, je pleure pour tout. Par contre, tu vois, je vais tout le temps... Ouais, moi je pleure pour tout. C'est quoi ton signe ? Je suis poisson. T'es poisson ? Non, je vais pas te croire. Je te jure, je suis poisson. T'es née en mars ou en février ? Mars, 6 mars. Ah ouais ? Moi aussi, je suis poisson. Et t'es née quand ? Le 20 février. Et toi, t'es pas sensible ou quoi ? Si, je suis hyper sensible, mais c'est-à-dire que je suis pas émotive dans le sens où je vais pas pleurer tout le temps, mais je suis très sensible, c'est-à-dire que tous mes sens, que soit l'odeur, le son, même l'énergie des gens, j'arrive à ressentir plein, mais décuplé, tu vois. Ouais. Moi, je suis pareil que toi, mais j'ai le côté émotif. T'as le côté émotif, ouais. Ah ouais. Je pleure même des fois quand je suis dans une situation indélicate ou qu'on me parle ou quoi. Je me mets à pleurer. Mais tu sais que par contre, bon, je suis de signe poisson et même en lune, tout ce que tu veux, tout va pour que je suis pas bien. J'ai peur beaucoup de... T'es quoi ton signe de lune ? Alors je suis poisson. L'autre signe, je suis aussi poisson, pas lune. Ascendant ? Ascendant poisson et lune, je suis balance. Ah, d'accord, ok. Je suis super, quoi. D'accord, mais tu sais, moi, j'ai tendance à plus pleurer de joie que de tristesse. Tu sais, c'est-à-dire des trucs qui te touchent vraiment, tu vois. Genre là, que tu me parlais des détails, ta maman qui dort avec le t-shirt de ton petit frère, ça me touche. Ouais. Tu vois, ça peut me faire pleurer, tu vois ce que je veux dire ? Parce que c'est trop... c'est touchant. Mais t'as une vraie sensibilité sur les choses touchantes de la vie. Ouais, voilà, tu vois. Mais après, genre... Demain, je me fais larguer par mon mec. Moi, je chiale, oui, mais je vais chialer un jour et après, je vais... Ah ouais, t'as une force, alors. Et aussi, mon cerveau, tu vois, parce que comme j'ai vécu des traumas, mon cerveau, il arrive à comment dire ? Dissocier des choses ?
il arrive à, comme tu me disais tout à l'heure, tu vois, c'est-à-dire que j'arrive à zapper des gens qui m'ont fait du mal, j'arrive à les zapper du jour au lendemain. Ah ouais. Genre, c'est-à-dire que il l'efface de ma mémoire Ouais, pour pas que je revive le trauma. Par exemple, il y a un gars avec qui j'étais sortie il y a 4 ans, genre pendant plusieurs mois, et je te jure, je me rappelle plus de son nom. Ah ouais. Parce qu'il m'a fait une dinguerie de ouf, tu vois. Ton cerveau, il zappe. Il a oublié son nom. Incroyable. C'est ouf quand même, non? Ah ouais, moi, c'est tout l'inverse, tu Moi, vois. des fois, j'ai des... Ouais, parce que je veux pas ressasser les trucs. C'est-à-dire que c'est fini, c'est quoi? Ok, c'est terminé. Je remercie le bon Dieu pour l'expérience, pour la leçon. Et pouf, j'avance, je regarde pas en arrière. Ça sert à rien, en fait, tu vois. Parce que sinon, tu perds du temps, de l'énergie. Et tu sais, quand tu te mets toutes ces émotions négatives en toi, ça crée des maladies, en vrai. Les gens qui ont des cancers, qui ont des maladies graves et tout ça, la plupart du temps, c'est à cause du stress, des angoisses. On se rajoute un fardeau sur nos épaules. On perd notre temps et c'est même pas de la procrastination. On s'inflige un poison perpétuel en ressassant des choses du passé. Tu vois ce que je veux dire? Non, t'as raison. C'est pour ça que même quand nous, on se souvient de nos défunts, on se souviendra que des bons moments. Ouais. Ma sœur et moi, on s'est battus plein de fois. On était tout le temps en guerre, tu vois, on en est venu aux mains et tout. Mais ma sœur, je l'aime. Je la mets sur ma tête comme ma mère, tu vois. C'est-à-dire, c'est ma grande sœur, elle m'a appris des choses, elle a été là pour moi et je me souviendrai que des bons moments, tu vois. Mon papa, pareil, tu vois. Mon père, après, tu vois, moi, ce qui me fait de la peine par rapport à mon père, c'est que je trouve que j'aurais aimé le connaître davantage parce que j'avais que 8 ans, j'étais un enfant et pourtant j'étais tellement éveillée, tout ça, mais en 8 ans de notre vie, je ne l'ai pas oublié. Je me souviens du son de sa voix, je me souviens de son odeur. Tu vois, c'est-à-dire que mon papa, je l'aimais tellement que quand il est décédé, j'avais mon moment à moi où je m'enfermais dans ma chambre, je prenais le parfum. Il avait une boîte, un coffret parfum. Et c'était le parfum de mon papa. Il restait encore le savon dedans et son parfum. Et je te jure, je sentais son parfum et je pleurais. C'était ma façon d'extérioriser toute la peine. Je refermais la boîte et j'entendais la voix de mon père dans ma tête parce qu'à chaque fois que je pleurais, il me disait « Allez, va te laver la figure ». Ah ouais, c'est ouf. Et j'entendais la voix de mon père. Et maintenant, à chaque fois que je pleure pour des broutilles ou que je pleure parce que machin, j'entends encore la voix de mon père qui me dit « Allez, va te laver la figure ». Genre en mode « Vas-y, next. Tu te laves ta figure » et on a oublié. Ah, c'est ouf. Tu vois ce que je veux dire? C'est fou, hein. C'est très, très... Mais tu as une force, je trouve, quand je t'entends parler, tu as une force d'esprit. Enfin, je vois la différence où moi, je suis plus faible par rapport à tout ça, où toi, je vois que tu t'es servi quand même de tout ça pour être qui tu es, pour avoir cette force. Je sais pas, ta manière de parler ou d'anticiper les choses ou de vivre les choses, alors que moi, tu vois, j'ai l'impression, au contraire, je vais ruminer les choses. Mon traumatisme que j'ai vécu, ça m'a créé la peur de l'abandon. Donc moi, j'ai peur d'être abandonnée. Je vais pleurer pour un Tout le monde a peur de l'abandon. Tout le monde a peur de l'abandon et tout le monde a peur d'être rejeté. Ouais, c'est vrai. Tu sais. Et en fait, le truc, c'est que quand tu as connu les abysses, tu ne peux que apprécier la vraie joie, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? La vraie joie, tu la connais. Parce que tu as connu les moments les plus difficiles, tu vois. Ouais, c'est vrai. Tant que tu n'es pas tu gravites pas dans ces fréquences-là de désespoir, de honte, tu peux être que bien en fait. Ouais. Il faut juste avoir de la gratitude pour l'instant présent. Regarde, tous les jours, il faut faire ces petits rituels de gratitude, il faut faire des affirmations positives. Et en vrai, quand tu compares, par exemple, demain, par exemple, regarde, je sais pas, tu vas te casser le bras. Accident, ça aurait pu être pire. Ouais. Tu aurais pu être défiguré, tu aurais pu être, je sais pas, sur fauteuil roulant et tout ça. Tu dis, bah merci mon Dieu, je me suis cassé le bras, mais c'est que ça. Et je vais guérir et je vais être plus forte, tu vois. Et là, je te donne un exemple physique, mais il y a des cicatrices visibles, il y a des cicatrices invisibles. Sur le cœur. Mais ton cœur, toi, tu as plein de cicatrices invisibles, mais ton cœur, il est plus fort maintenant, tu vois. C'est-à-dire que tu as surmonté ça, tu te rends compte, tu peux surmonter n'importe quoi dans ta vie. Tu te rends compte ce que tu as vécu? C'est un truc de dingue.
Donc, c'est pas un petit mec qui n'arrive pas à se rendre compte de ta valeur qui va t'anéantir. C'est pas un boss qui n'arrive pas à voir que tu te démènes au travail que tu donnes tout 100% de ta personne et qui te néglige et qui te sous-estime et qui t'humilie devant tes collègues, qui va t'anéantir, tu vois. Tu pourras toujours te transcender parce que tant que tu connais ta valeur et tant que tu sais si j'ai réussi à survivre à ça, je réussirai à atteindre mes objectifs. Tant que tu as ça dans ta tête, il n'y a rien qui peut te toucher en vrai, tu vois. Parce que tu as vécu ces choses-là et tu es toujours là. Ouais, c'est vrai. C'est ça en fait, tu vois. Et c'est pas facile, hein, c'est un travail de tous les jours. Je te jure. Et puis tu vois, c'est normal, c'est humain d'avoir des périodes, surtout quand on est une femme, tu vois, d'avoir des périodes dans le mois où tu as des doutes. Et c'est lié à notre fonctionnement, à nos hormones, à notre, tu vois, on a un cycle de 28 jours, des fois on est en pression, tout va bien, et après on est en dépression. C'est normal, c'est tout à fait, c'est biologiquement normal des fois d'avoir des petites phases de dépression, de remise en question, de doute. Mais il faut juste, voilà, essayer d'avoir votre petite voix dans la tête aussi. Allez, va te laver la figure. En mode, tu retrouves tes ans, t'as bien pleuré, c'est bien. Allez, hop, next. Mais le deuil est faisable. Enfin, le deuil, il se fait. Le deuil est faisable. Le deuil, et qu'il prenne 1 mois, 1 an, 10 ans, 15 ans. Tu vois, ce qui est le plus difficile, et ça, c'est beaucoup aussi dans ma religion, en islam, ce dont on parle, c'est-à-dire qu'il faut toujours dire Alhamdulillah, tu vois. Et c'est ce que je vois aussi par rapport à la situation actuelle, quand tu vois des enfants en Palestine qui souffrent et qui vivent vraiment des traumas, tu vois, ce qu'ils vivent aussi, ils sont là et tu les vois, on les filme et ils sont là, alhamdoulilah, tu vois. Ouais. Parce qu'en fait, ils essayent de se concentrer sur le positif, même si la situation elle est tragique, il faut, tu vois, toujours être reconnaissant de ce qu'on a. Et même si tu n'arrives pas, si tu es dans le doute et que voilà, tu es perdu, parce qu'il y a des phases où on est perdu, ben, ça reviendra en fait. Il faut toujours arriver à voir le bien dans le mal, tu vois. Et si tu te concentres que sur le mal, après tu vas t'infliger du poison et c'est là que tu vas créer des maladies, c'est là que tu vas avoir la dépression et tout ça. Parce que malgré tout, il y a toujours des choses, même si tu vis un malheur, il y aura toujours du positif à en tirer. Et aussi, quand tu auras fait du chemin et quand tu auras réussi à surmonter là, il faudra que tu fasses un step back et que tu te dises « Ah ouais, quand même, avec tout ça, j'ai eu cette épreuve-là, et je suis encore debout. Mais shout out to myself », tu vois, genre en mode… Il faut s'auto-congratuler, se dire bah écoute, j'ai réussi à traverser ça, franchement, je suis fière de moi. Il faut être fière de soi. Non, c'est vrai. Et c'est compliqué, mais t'as raison. Ouais. T'as raison. Après, c'est dur. Tu vois, je veux dire, moi demain, il m'arrive encore un malheur, il y aura toujours une phase qui sera très compliquée à… Je pense qu'il y a dans tous les cas, avec ce genre d'événements qui nous arrivent, que ça soit tragique ou que ça soit pas tragique, hein, parce que bien sûr, il y a des morts qui sont préparées, il y a des gens qui sont préparés à perdre quelqu'un, ou alors il y a l'ordre aussi de la vie, on est plus préparé à perdre nos grands-parents, nos parents, que perdre notre frère, notre sœur, notre copain, notre copine. Voilà, il y a un ordre de vie, mais il y a toujours un temps, pas d'adaptation, mais… où on est mal. C'est normal d'être mal au début, c'est normal. C'est normal et c'est ça en fait. Et c'est que comme ça d'ailleurs que si tu passes par… Je pense qu'il faut passer par le moment où tu es mal, au moment où tu es triste, pour après… parce qu'il y en a, c'est l'inverse. Hein. Ils n'y arrivent pas. Et c'est plus tard que tout leur tombe dessus, qu'ils se disent « Mais mince, en fait, j'avais jamais fait mon deuil. » Et comme la crise de la quarantaine qui d'un coup survient, mais en fait, c'est pareil. Mais il faut être OK avec le fait de… Oui, j'accepte d'être mal. Oui, j'accepte ce qui m'arrive, en fait. Ouais. Tout simplement. Et donc, toi, tu me parlais de ta peur de l'abandon. Mais ça vient d'où? Je ne comprends pas. Moi, je pense vraiment qu'à partir du moment où j'ai vécu ça, il y a eu le déni, puis il y a eu quand j'ai compris. Et j'ai totalement changé. Genre, je suis passée d'une fille vraiment solaire. Je dis pas que je suis plus solaire et tout, mais je suis passée d'une fille très enjouée, très… voilà, je disais, je me laissais vivre et tout, à quelqu'un qui avait peur de tout. Moi, même la mort, je l'appréhende énormément. Moi, j'ai pas alors peur je l'appréhendais de pas. Ah, moi, je crains. J'ai pas du tout peur de mourir. Et en fait, par contre, je te rejoins sur le truc où, moi, quand j'ai perdu mon père,
j'étais toujours cette fille à tout le temps courir, tout ça. Mon père, il avait acheté une caméra, j'étais tout le temps devant la caméra, je faisais décorer, tout ça. Et quand j'ai perdu mon père, à chaque fois qu'on voulait me prendre en photo, je faisais la gueule. J'étais comme ça et tout. Il y a une phase comme ça où j'ai eu peut-être 3-4 ans où je souriais plus, où j'étais plus enjouée, solaire, comme tu le dis. Et après, en fait, petit à petit, tu reprends goût à la vie. Tu vois, parce que la vie, elle continue, tu vois, malgré tout. Mais il y a cette petite transition, cette phase où, je sais pas, il y a des choses que tu n'as plus envie de faire, où tu n'as plus l'énergie, ou je sais pas. Ouais. Mais ça revient. Enfin, moi, en tout cas, toi, c'est ce que tu dis aussi. Hein, tu le vois avec les années que finalement, tu reprends aussi le cours de ta vie, quoi. Bien sûr. Puis et par rapport à la peur de l'abandon, est-ce que c'est lié avec un manque de confiance en toi aussi? Est-ce que ça a affecté ta confiance en toi? Énormément. Pourquoi? Franchement, si seulement je pouvais savoir ce qui m'a déclenché dans ma tête tout ça. Ouais. Mais j'ai perdu confiance en moi, j'ai cette peur de l'abandon, la peur de la mort, terrible. J'angoissais. Même avant, je pouvais prendre l'avion ou je prends encore l'avion, mais tu vois, j'ai plus peur qu'avant, à cette période-là de ma vie. Ou des choses toutes bêtes, même en voiture, je me suis mise à avoir peur, quoi. Les randonnées, alors je t'en parle même pas. Moi, tout ce qui est lié à l'eau et tout, j'ai peur de passer sous une cascade. Du coup, je suis tétanisée. Ça m'a laissé des petits traumatismes et de me dire, mince, ça peut s'arrêter pour moi aussi là tout de suite, quoi. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Il n'y a rien de pire, je crois, que de vivre dans la peur. Tu vois. Ah oui. Parce qu'en fait, c'est bien, la peur, elle nous maintient en vie en vrai. Tu vois, c'est bien d'en avoir un petit peu, mais d'être constamment dans cet état-là, et ça, ma mère, elle est comme toi. Hein. Elle vit dans la peur, pareil. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je vais quelque part, si elle sait que je suis en voiture, elle raccroche tout de suite le téléphone. Comme elle a vécu ce trauma par rapport au fait de perdre son mari, mais aussi de perdre sa fille, son enfant, tu vois. Maintenant, avec nous, elle est overprotective. C'est-à-dire qu'elle va nous appeler, je l'ai tout le temps au téléphone, ma mère, tous les jours. Si je l'appelle pas, elle va s'inquiéter, elle n'est pas bien, elle s'inquiète constamment. Ouais, comme ma mère. Et en fait, c'est ça qui me stresse parce que ça l'angoisse et c'est mauvais pour elle, tu vois. Et j'aimerais lui dire, maman, t'inquiète pas, faut que tu te délestes de ce poids-là de peur parce que tu t'infliges ça toute seule et c'est pas bon, tu vois. Mais c'est vrai que c'est compliqué une fois que t'es dans ça et que t'as l'habitude. Parce que je pense qu'en fait, ça te laisse un tel traumatisme. Pour nos mamans, c'est de la peur de reperdre son enfant. Et du coup, elle va surprotéger son enfant. Peut-être même quitte. Moi, ma mère, j'ai eu des moments où elle m'étouffait trop. Hein. Je disais là, c'est trop. Ouais. C'est trop. Mais moi, je comprends, puisque du coup, moi-même, je me suis créé ces traumatismes et ces peurs. Et c'est pour ça que je la rassure tout le temps. Non, t'inquiète pas, maman, c'est bien. Ça va. Et je suis obligée. T'es obligée, ouais. Je me mets à sa place. Moi, tu sais, je suis très empathique et je fais pas aux gens ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et ma mère, tu vois, je l'ai tellement vue, était spectatrice, tu vois, de toutes les étapes de sa vie. Tu vois tu la préserves. Depuis que je suis en vie, bien sûr, pas avant. Mais c'est-à-dire que je sais qu'elle aimait mon père à la folie. En même temps, c'était un grand beau gosse, mon daron, tu vois, donc normal. Ils s'aimaient tellement fort tous les deux quand elle a perdu, mais c'était la fin du monde. C'est horrible de perdre l'amour de ta vie, c'est horrible. Après de perdre ton bébé, c'est horrible. Tu vois ce que je veux dire? Et je comprends. Je comprends pourquoi elle est éprouvée, je comprends pourquoi elle s'inquiète, je comprends. Donc j'essaye au maximum de. Et ça, c'est bien parce que ça peut diviser des familles. Ça peut diviser des familles, il y a des parents qui se séparent. Bon, mes parents, ils se sont séparés, pas directement, mais après, ils se sont séparés. Ah, mais oui. Parce que finalement, en fait, les traumatismes, ceci, cela, ça reste. Et donc, du coup, des fois, ça divise. Et c'est bien que toi, tu comprennes. Et tu penses que tes parents, ils se sont séparés vis-à-vis de. Je pense que ça a accentué. Ça a accentué leur. C'est dur aussi de vivre un deuil en couple quand tu vis la perte d'un enfant. Mais ils l'ont bien vécu. Enfin, c'est récent qu'ils se sont séparés, tu vois, ça fait 3 ans. Okay. Donc ils ont passé 7 ans à vivre le deuil ensemble et je les ai jamais vus se déchirer par rapport à ça, ou alors c'était vraiment en privé. Mais par contre, j'ai vu que ça a impacté leur relation et j'ai envie de dire c'est normal. Et j'ai plein de témoignages comme ça où mais
chacun en fait le vit tellement à sa manière et a tellement envie peut-être de refaire sa vie différemment et de vivre sa vie que malheureusement, voilà. Et t'as un petit papillon dans un tatouage du coup? Ouais. C'est lié avec non, c'est ici les étoiles. Les étoiles? Ouais, non, celui-là non, rien à voir. Ouais, voilà. Et les étoiles, ça signifie quoi du coup? Les étoiles, j'ai mon grand-père que j'ai perdu l'année dernière et mon petit frère. Ah, ok. Ouais. Donc j'ai mis mes 2 étoiles. C'était hyper important pour moi. Parce que de base, j'avais un tatouage pour mon frère que je fais enlever, puisque en fait, c'était un palmier. Parce que l'île de la Réunion, palmier, etc. Et la forme du palmier, ça peut faire un T un peu, tu vois. Donc ça faisait Théo et la Réunion. Sauf qu'en fait, tout le monde croyait que j'avais une carotte à la cheville. D'accord, il était mal fait. Du coup, il était très mal fait. Je te jure, dès quand je montrais mon tatouage, on me disait mais pourquoi t'as fait une carotte? Je dis mais c'est pas une carotte. J'ai enlevé, j'ai dit je vais faire des étoiles. Ouais, mais c'est mieux, c'est plus discret. C'est et plus puis discret. De toute façon, c'est entre vous deux, donc. Voilà. Okay. Toi, t'as fait quelque chose Ouais, là, j'ai un tatouage, j'ai le nom de ma sœur en arabe. C'est mon premier tatouage. Ouais, il y a écrit Sania en calligraphie arabe. Incroyable. Et en fait, c'était trop bizarre quand j'ai fait mon tatouage. Tu vas me prendre pour une folle. Non. Genre, en fait, quand j'ai tatoué le nom de ma sœur décédée sur ma côte, parce que ça fait mal à cet endroit, j'avais envie de ressentir la même douleur. Enfin, en fait, c'était cohérent. C'est pas que j'avais envie de ressentir la douleur, je dis c'était cohérent de ressentir la douleur sur ma peau. La même douleur que j'avais dans mon cœur, tu vois, de l'avoir perdue. Tu as voulu la transmettre. C'était juste cohérent, en fait, d'avoir mal, de souffrir. Ouais. Comme si on m'avait brûlé quand on m'arrachait la peau, quoi. C'est ça, un tatouage. Et t'as eu mal? Ah ouais, j'ai eu très mal pendant plusieurs mois. Là, ça s'est cicatrisé. J'ai fait ça, j'avais 23 ans. C'était genre l'année d'après ou 24. C'était genre 1 an ou 2 ans après que j'ai fait ça, tu vois. Et ouais. Bon, on fait tous des petits... C'est là qu'on voit qu'on vit tous notre deuil d'une manière différente. On a tous ce besoin de... Et toi, quel conseil tu donnerais aux gens justement qui traversent un deuil, que ce soit leur frère, sœur, ou leur mari, ou leur maman, ou leur papa, ou tu vois, tu donnerais quoi comme conseil? Moi, je pense déjà que il ne faut pas se comparer. C'est la première chose que je réponds quand on m'écrit. C'est parce que des fois, on m'écrit par rapport à une histoire un peu similaire et je dis ne te compare pas à moi. Ah oui, non, pas du tout. Quand on va me dire, mais toi, vraiment, Cassandra, t'as l'air... Je dis ne te compare pas à moi. Parce que les gens, ils savent pas. Parce que même si t'as l'air... C'est les réseaux. C'est les réseaux. Instagram, c'est pas la vraie vie, les gars. Il y a très peu de personnes qui savent vraiment par les étapes où je suis passée. Et Dieu sait que le processus, il est long. Que plus ou moins long pour les personnes. Et par exemple, que j'ai été internée. Enfin, il y a plein de personnes qui n'imaginent pas un quart de seconde ça, tu vois. Donc vraiment de s'écouter soi-même. Si tu as l'envie d'aller en parler à un spécialiste, de le faire. Que ça soit un psychologue, que ça soit de faire du kinésio, de l'hypnothérapie. Il y en a qui veulent faire même de l'hypnose pour essayer d'oublier. D'ailleurs, ma cousine, elle est sophrologue à Toulouse. Allez la voir. Je suis de là-bas, moi, de base. C'est vrai, moi aussi. Ouais. Et point commun, disons, Cassandra, Poisson, Toulouse. T'as pas l'accent ni rien, toi? Oui, j'ai étudié à l'étranger et tout ça, je l'ai perdu. Mais ouais. Je suis née à côté de Toulouse. Et voilà, d'aller là où ils ont envie d'aller, tout simplement. Et je dirais aussi d'en parler. Parce qu'on se renferme beaucoup, je trouve, sur soi. Bien sûr, il faut en parler. D'en parler. À sa famille, ses amis, mais aussi voir des professionnels de la santé, des psychologues. Tu vois, c'est important de faire... Moi, je ne suis jamais allée voir un psychologue et c'est un grand regret. Ouais. D'accord. Bizarrement, je ne sais pas, peut-être, tu sais, comme je travaille, je fais des interviews. Peut-être que c'est ça aussi, le fait d'échanger aussi avec des... Tu as pu extérioriser à ta manière? À ma manière, ouais, probablement. Puis... il y a même des livres, il y a même des vidéos, il y a des films. Il y a aussi la possibilité de contacter des personnes qui peuvent parler à l'au-delà, pour ceux qui sont un peu comme moi dans tout ça. Et ça peut aider. Moi, je sais que ça m'a tellement aidé, ça. Et ça a aidé ma mère aussi. J'ai vu un changement chez ma mère quand elle a pu parler à son fils. Et même si pour elle, c'est réel et que peut-être pour mon père, elle lui disait mais n'importe quoi, ça n'existait pas. Mais elle, en tout cas, elle y croyait, ça l'a aidé. En fait, faut s'écouter soi. Faut s'écouter, vous savez ce qu'il y a dans votre cœur de toute façon. Il faut suivre son instinct et voilà, essayer d'avoir de la gratitude même dans les pires moments. Ouais, même si c'est dur, il faut positiver. Comme tu dis, on est sur Terre pour une mission. Et vraiment, quand on y croit, parce que vraiment après la pluie vient le beau temps. Et il y a des gens qui vont essayer de vous tirer vers le bas, il y a des gens qui vont essayer de vous dire...
ouais, non, mais de toute façon. Et ces gens-là, il faut essayer de s'en éloigner aussi des gens toxiques qui vont essayer de. C'est pas parce qu'il y a des gens qui vont abandonner dans leur quête du bonheur que vous devez abandonner, en fait. Faut toujours y croire, en fait. Faut pas. Parce qu'il y a des gens qui y croient plus. Non, et ça vraiment, il faut. Ni au bonheur, ni en rien, alors que. C'est dommage. Il se passe tellement de belles choses après. Moi, regarde, je vais vous dire juste. Hein. Vous voyez, bon, j'ai vécu ça. Après, j'ai fait mes études, tout ça. Et puis maintenant, je veux dire, ma famille, grâce à Dieu, et j'ai pas envie de leur mettre l'œil, tu vois. Genre, maintenant, ma maman, ça va. Physiquement, tout va bien, alhamdoulilah. Pour le moment, ça va. Ma petite sœur, elle a son petit garçon et il nous ramène une joie tellement immense. Je suis tata, je suis tellement heureuse, mais genre, ouais, en fait, la vie, elle continue. Et après, il y a d'autres gens qui vont arriver. Il y a des naissances, il y a des mariages, tu vois, il y aura d'autres événements et c'est ça qui est fou, c'est qu'on n'est rien sur Terre, on expérimente la vie et on passe par plusieurs étapes. Et malheureusement, ces étapes, autant elles seront traumatisantes pour la plupart, mais autant elles seront vos leçons et votre apprentissage de vie. C'est sûr que c'est plus dur pour ceux qui restent que ceux qui partent, ça je suis d'accord. Ouais, mais on apprend. Vrai. On apprend et ça nous forge en fait. Moi, je ne serais pas la femme que je suis si je n'avais pas eu toutes ces choses-là. Bien sûr. Et je n'aurais pas appris ces leçons-là et je n'aurais pas eu la capacité peut-être de relativiser sur des problèmes du quotidien parce que j'ai vécu tellement pire. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je suis d'accord avec toi. Ouais, il faut essayer d'aller de l'avant et de... C'est vrai que du coup, le fait de vivre à 100 à l'heure, de faire plein de choses, de s'autoriser, parce que des gens s'interdisent de vivre, mais il faut s'autoriser à vivre, parce qu'en même temps, en t'autorisant à vivre des choses merveilleuses, bah, tu leur rends hommage, tu vis aussi pour eux, parce que même si eux, ils ont été rappelés là-haut et que bah, je sais pas, ils font ce qu'ils font là à l'heure actuelle en gardant un petit œil sur nous. Bah nous en fait on doit vivre pour eux en fait. Faut honorer leur mémoire, ouais, c'est ça, ouais, c'est ça. Et moi c'est une force ça. Ce que tu disais pour ton papa. Mon papa c'était mon objectif quoi. Je lui avais fait plusieurs promesses. C'était genre je vais faire ça. Ouais. Et après tu te sens mieux. Et aussi on se connaît et il faut pas laisser les gens vous atteindre. C'est-à-dire que quand tu vas briller, parce que même si tu as vécu ces choses-là, après, tu vas t'émanciper, tu vas briller. Il faut laisser personne même te dire que tu n'as pas le droit ou que tu es égoïste de vivre voilà. ça. Combien de fois je l'ai entendu, mais c'est ça, en fait, le truc, c'est que des fois, on va essayer d'aller de l'avant pour nous faire du bien et pour rendre hommage à ces personnes disparues. Mais ça va peut-être pas plaire à tout le monde. Bien sûr. Donc, il y aura toujours des gens qui feront des reproches. Ouais, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ci? Pourquoi tu fais ça? Et ne laissez pas ces voix discordantes vous atteindre personnellement et voilà, et faites-vous confiance et suivez votre instinct et rendez-leur hommage de la plus belle des façons. Et voilà quoi. Mais je suis sûre que tous tes abonnés doivent avoir des histoires aussi. Ouais, si vous avez vous aussi du coup des expériences à nous partager, n'hésitez pas à mettre en commentaire ou bien à m'écrire en privé ou écrire même à Siam. Il n'y a aucun souci là-dessus, même si on peut vous aider. Moi, je sais que j'essaie de répondre le plus possible à vos messages quand il s'agit de ce sujet. Forcément, ça me touche, donc j'essaie de répondre et j'essaie d'être là pour vous, même si je ne suis pas non plus une spécialiste et que c'est que mon expérience personnelle. Mais n'hésitez pas à nous faire partager un petit peu vos expériences de vie. Ça peut aider aussi d'autres personnes qui seront dans les commentaires. Et en tout cas, merci vraiment à toi. Merci à toi. Venue, c'est gentil. J'étais ravie de te rencontrer. Moi aussi. Et voilà, et puis peut-être qu'on fera une petite partie 2 sur ma chaîne, pourquoi pas, si jamais les gens sont OK, et puis s'ils ont des témoignages à nous partager aussi, ça serait cool, trop sympa, ouais, vraiment. En tout cas, merci et merci à vous. N'hésitez pas à me suivre sur ma chaîne YouTube, à m'écouter, d'autres podcasts vont arriver, à mettre un petit pouce et on se retrouve prochainement. Je vous embrasse.